Voilà, bravo. Bravo, bravo. Merci aux organisatrices pour leur invitation et bravo à elles de m'avoir assigné un sujet un peu atypique, c'est-à-dire une espèce de cadastre de loyer. Et c'est atypique parce que c'est pas un sujet encore très, très développé dans les colloques et donc belle intuition de la part des organisatrices et auteurs que j'instruis bien volontiers vers un cadastre des loyers à Bruxelles. Alors je mets cadastre entre guillemets parce que ici il s'agit d'un encodage, il s'agirait d'un encodage de loyer réel, de tarif réel et pas d'estimation comme dans le revenu cadastral. Alors, trois points dans mon exposé. D'abord, les paradoxes actuels de l'enregistrement. Ensuite, focale sur la procédure fédérale en cours d'enregistrement. Et pour terminer, envisager une procédure régionale, celle-là, d'enregistrement. Alors, tout d'abord, donc, le paradoxe. Et c'est vrai que cette matière est remplie de paradoxes, et vous l'aurez compris, ce paradoxe amène à se poser la question d'un enregistrement différent. Premier paradoxe, il concerne le lissage des loyers des baux de courte durée successifs. On ne le sait pas, mais depuis 1997, on a un mécanisme de régulation des loyers, le seul d'ailleurs que l'on ait dans la loi sur le bail, qui concerne les baux de courte durée successifs, c'est-à-dire que le loyer du contrat numéro 1 doit rester identique, il y a juste l'indexation qui est permise, il doit rester identique tout au long des différents baux de courte durée successifs, pour empêcher que le bailleur ne remonte pas le loyer entre deux locataires et donc le bailleur ne mette pas fin au bail dans le seul but de relever le loyer. Et donc, ce gel en quelque sorte du loyer pendant toute la durée des baux successifs, c'est prévu depuis longtemps, mais c'est matériellement impossible à appliquer puisque il reviendrait au locataire numéro 2 de connaître le loyer afférent au contrat du locataire numéro 1, et ça, c'est absolument impossible en l'absence de cadastre. Et cette impossibilité matérielle n'a pas empêché la région de reprendre à son compte, en 2017, ce dispositif fédéral, mais donc on lui donne effectivité maintenant. Deuxième paradoxe, sur la grille bien connue de référence des loyers, on le sait, elle est censée répercuter avec les rythmes des critères internes et externes au logement. Elle doit être révisée annuellement. Surtout maintenant, elle est dotée d'une force contraignante via l'ordonnance sur les loyers abusifs, on en a parlé. Tout ça est bel et bien, mais la région bruxelloise ne dispose sur le bâti qu'une vue très limitée, parcellaire, puisqu'elle est alimentée par les enquêtes de l'Observatoire qui portent sur quelques milliers de logements, alors que le parc locatif, on l'a dit, compte plusieurs centaines de milliers de logements. L'Observatoire, évidemment, fait ce qu'il peut, mais il y a un hiatus assez fort en termes de représentativité. Troisième paradoxe, sur le loyer de référence plus spécifiquement, on nous dit qu'il est censé refléter les valeurs du marché, et Anne nous a expliqué tantôt que c'était une tare dont elle était affectée. Euh, mais malgré tout, ce loyer de référence, quand on regarde bien, ne prend pas en compte les loyers tels que paieraient aujourd'hui ceux qui signent un contrat de bail et qui rentrent dans un logement, puisque le loyer de référence s'adosse sur les données de l'Observatoire. L'Observatoire va interroger les gens déjà dans un logement. Or, vous le savez, quand on signe un nouveau contrat de bail, eh bien, fatalement, je l'ai un petit peu indiqué tantôt, ben, le bailleur en profite, entre guillemets, pour augmenter le loyer, ce qu'il ne peut pas faire, indépendamment de l'indexation, ce qu'il ne peut pas faire en cours de contrat. Et donc, il y a une espèce de vide structurel dans les données issues de l'Observatoire qui ne reflète pas le vrai prix qu'aujourd'hui acquitterait un locataire qui rentre dans un logement. La transparence du marché locatif, c'est le quatrième paradoxe. On nous dit que la transparence, une espèce de mantra, c'est le véhicule pour imposer une autorégulation du marché locatif, puisqu'alors le candidat locataire, mieux informé par un exercice de comparaison avec d'autres biens, pourrait amener le bailleur à modérer ses prétentions. Bon, ça prêtait un pouvoir de négociation au locataire, mais vu qu'il n'a pas, mais en tout cas, c'est un petit peu ça l'idée. Mais il est impossible à ce même candidat locataire d'avoir justement cette vue synoptique sur les autres loyers réellement pratiqués à Bruxelles, et donc il doit un petit peu naviguer à vue, si tant est. Donc, je répète qu'il est un quelconque espoir de faire baisser le loyer demandé. En tout cas, la transparence en l'état actuel, elle n'existe pas. L'indexation, depuis peu, on le sait, le loyer ne peut plus être indexé que si le bail a été enregistré.
Mais la région bruxelloise elle-même est bien incapable de dire quels sont les baux enregistrés, puisque l'enregistrement relève de l'autorité fédérale. On y vient, c'est mon sixième paradoxe. C'est le SPF Finance qui centralise les baux enregistrés, et ce, alors même que le bail est régionalisé, on l'a dit, depuis déjà un certain nombre d'années, et que depuis encore plus longtemps, de toute façon, l'enregistrement du bail n'est plus soumis à une taxation. C'était ça la philosophie originaire de la compétence du fédéral, c'était sous l'angle fiscal, mais il n'y a plus de fiscalité, en tout cas si le bail est enregistré dans les temps, et donc on peut se demander s'il est toujours opportun de laisser cette compétence dans les mains du fédéral. Dernier paradoxe, c'est concernant le bail type. Les autorités ont rédigé et promeuvent un bail type qui, ma foi, n'est pas mal fait, mais par contre, ce bail type n'a pas été construit dans la perspective d'alimenter cette grille de référence du loyer. Euh, et donc, il y a dans le bail type des cases manquantes qui pourraient utilement alimenter, actualiser cette grille de loyer. J'en ai mis quelques-uns, l'espace de rangement, les convecteurs, l'état du logement. Tout ça n'est pas prévu dans le bail type. Et de manière générale, la superficie, s'il y a bien un élément important pour la détermination du loyer de la grille, c'est la superficie. Mais la superficie, c'est mis en filigrane. Vous devez mettre la superficie du logement, mais il n'y a pas une belle petite case avec quelque chose à cocher ou à remplir de manière spécifique. Et donc, ça, c'est évidemment une lacune. Alors, les paradoxes, évidemment, je l'ai dit, conduisent à s'interroger sur l'opportunité de maintenir la compétence de l'enregistrement au sein de l'autorité fédérale. Alors, penchons-nous sur cette procédure fédérale. D'abord, sur le plan quantitatif, c'est vrai que on enregistre des progrès dans le taux de soumission des baux à l'enregistrement, et ce depuis 2007. Hein. Il n'y a rien de fortuit, c'est qu'en 2007, on a à la fois déterminé le débiteur de l'enregistrement du bail, c'est le bailleur seul, et on a rendu la procédure gratuite. Et donc, tout ça a induit une amélioration de ce taux d'enregistrement, mais on est toujours très, très loin d'un enregistrement exhaustif, surtout dans les logements de plus faible qualité. Alors, moi, je n'ai pas de chiffres absolument officiels, hein, mais en tout cas, d'après ce qu'on entend, on n'est pas plus que la moitié des baux enregistrés, ce qui est quand même embêtant quand on veut protéger le locataire, quand on veut avoir une base de données complète, c'est fâcheux. Alors, la cause notamment de ce déficit d'effectivité, à mon sens, est une sanction qui n'est pas assez forte pour empêcher le bailleur de s'abstenir d'enregistrer. On a deux types de sanctions. D'abord, sur le plan fiscal, elle est dérisoire, c'est 25 €. Et la sanction civile, elle est incohérente, la sanction civile du bailleur qui n'a pas enregistré, c'est que le locataire peut partir, comme on dit, sans préavis ni indemnité. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on va schématiser. Or, le but de l'enregistrement, c'est justement de consolider le séjour du bailleur au sein du bien loué en rendant le bail opposable à un acheteur. Et là, on va dire au locataire, votre bailleur n'a pas enregistré, eh bien, pour toute récompense, vous pouvez partir tout de suite. Ah ben super, l'enregistrement servait justement à bétonner mon séjour dans les lieux. Et donc, la sanction n'est pas très cohérente et donc pas très incitative. Alors, donc c'est l'autorité fédérale, le SPF Finance, qui gère l'enregistrement, ce qui veut dire que les données ne sont guère, sinon pas du tout, utilisables par un autre niveau de pouvoir, qui est la région, qui est compétente pour le logement. Le fédéral est compétente pour le droit d'enregistrement sur le bail. Et donc, la région est coincée dans un rapport avec un autre niveau de pouvoir. Alors évidemment, on peut toujours conclure des accords de coopération. Hein, ça, dans un État fédéral, c'est assez fréquent, mais ces accords de coopération sont lourds, doivent être renouvelés et laissent la région dépendante d'un autre niveau de pouvoir, tributaire du bon vouloir du fédéral dans la transmission notamment des données. Troisième élément épinglé, c'est justement relativement à cette utilisation des données. Le fédéral, soyons honnêtes, n'organise aucun traitement systématique des données issues des baux enregistrés, et ce n'est pas de nouveau un hasard, parce que le fédéral n'est quand même pas compétent pour le logement. Et donc, à l'époque, dans une autre vie où je travaillais de manière plus opérationnelle dans le logement, j'avais été voir, c'était quoi, en 2010, j'avais été voir le fonctionnaire de l'enregistrement pour lui dire, bon, où sont vos baux que la région va enfin pouvoir utiliser, s'il vous plaît. Eh bien, c'est beau,
prenaient la poussière dans des caisses. Alors, c'est un peu caricatural, mais on n'est pas tellement plus loin aujourd'hui, malgré la numérisation, en termes d'utilisation des données. Et même ces données elles-mêmes en soi ne sont pas tellement plus utilisables. Pourquoi? Ben parce que euh, tout bail peut être soumis à l'enregistrement. Il n'y a pas de bail type obligatoire. On a des baux de toutes sortes, de toutes qualités. Et donc, bonjour, enfin, je ne suis pas statisticien, mais je crois qu'un statisticien s'arracherait les cheveux pour parvenir à trouver des enseignements un peu transversaux par rapport à ce type de baux. Quatrième élément, c'est revenir peut-être à la source. Pourquoi c'est le fédéral qui est compétent pour l'enregistrement? C'est un objectif d'abord fiscal, je l'ai dit, mais qui n'a plus lieu d'être puisque maintenant l'enregistrement est gratuit, c'est un taux zéro. Est venu se greffer par la suite un objectif plutôt d'ordre civil, c'est-à-dire assurer l'opposabilité du bail via la date certaine à l'acquéreur du bien. Sans cette date certaine, sans cette opposabilité, l'acquéreur pourrait dire, principe de la relativité des conventions, l'acquéreur pourrait dire, mais moi, je ne suis pas concerné par le contrat que vous avez passé avec le vendeur, le bailleur précédent, hop, je vous mets à la porte. Eh bien, pour contrecarrer cette relativité des contrats, on prévoit l'opposabilité du bail, ce qui est très bien, mais c'est un objectif qui peut être rencontré par d'autres moyens, et j'y viendrai, par d'autres moyens que l'enregistrement et la date certaine. Alors, dernier point, envisageons maintenant de manière très prospective une procédure régionale d'enregistrement. Et Carole l'a dit, la région se pose cette question au même moment et on verra où est-ce qu'elle en est. Quelles seraient les utilités d'une éventuelle procédure de ce type-là? D'abord, on peut reprendre les problèmes que j'ai pointés et les voir en creux. Le lissage des loyers des baux de courte durée deviendrait applicable, puisqu'on aurait une espèce de cadastre centralisé des loyers. Le loyer indicatif intégrerait les nouveaux baux signés aujourd'hui et le marché locatif serait davantage transparent. Là, rien de très neuf. Dire aussi, dans la prolongation de ce que j'ai dit, c'est que notre loyer de référence, dont on s'accorde à dire qu'il n'est pas complètement fiable, même si ça reste quand même un outil majeur, ben, et même si je sais bien que ce loyer de référence est en train d'être revu pour gagner en fiabilité, mais là, il est sûr que ce loyer de référence gagnerait en fiabilité et en crédibilité de manière très notable, puisque ce loyer de référence serait alimenté par l'ensemble des loyers réels pratiqués aujourd'hui, puisqu'on aurait un enregistrement obligatoire de ces loyers, des baux, en direct quasi au moment de la signature ou dans un certain délai, et moyennant un système d'exploitation informatique, etc., on aurait tout de suite un afflux de données très important qui va évidemment rendre la grille beaucoup plus fiable sur le plan empirique et statistique. Et donc, pour voir maintenant les bénéfices collatéraux qu'entraînerait cette fiabilité renforcée du loyer de référence, bien, ces bénéfices collatéraux sont multiples. D'abord, on aurait un déblocage, en tout cas on peut l'espérer, un déblocage du système actuel de la révision des loyers abusifs. Alors, c'est l'ordonnance de 2021 dont on a parlé au tout début, en filigrane, dont le cœur est bloqué. L'article 224.1 du Code du logement n'est pas encore en vigueur. On a des parlementaires dans la salle, ils pourront peut-être nous en dire plus, mais je crois que cette fiabilité renforcée pourrait peut-être aider à débloquer ce système-là, parce qu'en l'état, cette belle ordonnance est un peu lettre morte. Deuxième bénéfice collatéral possible, et on en a parlé plusieurs fois, c'est la fameuse base du précompte immobilier, ou ouais, tout de suite, troisième tiret, la base du précompte immobilier, c'est le revenu cadastral, ben on pourrait, on l'a dit, substituer une autre base, par exemple, sur le loyer de référence renforcé. Même chose pour le revenu cadastral et l'IPP. Hop, on peut évidemment substituer ce loyer de référence avec évidemment l'idée ici d'avoir un incitant, puisqu'on l'a dit à l'envi, le revenu cadastral n'est pas un incitant, puisque que l'on demande cher ou pas cher pour le loyer, on est quand même taxé de la même manière. Ici, ce serait peut-être différent. On a parlé des agences immobilières sociales. Ben, les agences immobilières sociales peuvent se distinguer par le fait que leur grille de loyer est homogène
suivant la localisation. Quelle que soit la localisation, quel que soit l'état du logement, c'est le même loyer qui peut être proposé au concédant, comme on dit. Euh, alors, c'est une question aussi philosophique, hein. On trouve que ça doit être comme le logement social, le loyer doit être le même quel que soit le quartier, pour pas que les AIS de certains quartiers soient réservés à ceux qui ont des revenus plus élevés. Je schématise un petit peu les termes du débat, mais il y a une vraie justification. Mais il n'empêche, si on substitue à cette grille complètement homogène, qui ne varie qu'en fonction du nombre de chambres, si on lui substitue un outil plus souple qui intègre les différences de valeur entre quartiers, eh bien, on peut peut-être former l'espoir que les AIS renforceraient leur attractivité dans les quartiers plus cossus. Alors, je sais bien, maintenant, on peut majorer de 10% les tarifs AIS dans certains quartiers, mais enfin, ça reste uniquement 10%. C'est limité dans le temps, c'est dans certains quartiers. Je crois que si on accepte le petit changement philosophique, ben, je crois qu'il faut avoir des incitants plus forts et le nouveau loyer de référence pourrait y aider. On a parlé, Eduardo a parlé de l'abattement sur le droit d'enregistrement. Alors, le bénéficiaire de l'abattement doit résider dans le bien pendant 5 ans. Eh bien, je crois qu'on peut proposer d'étendre l'abattement à ceux qui ne résident pas dans le bien pendant 5 ans, mais qui le mettent en location moyennant un loyer conforme à la grille. Le but n'est pas tant que l'acquéreur habite là, mais que le logement bénéficie à des personnes à revenus modestes. Un petit peu le même type de raisonnement pour la prime rénovation. Avant, les primes rénovation étaient interdites aux bailleurs qui ne mettent pas le bien en AIS. J'ai jamais bien compris. On peut en bénéficier de ces primes à la rénovation pourvu qu'on mette soi-même le bien en location à un tarif modeste. Avant, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment d'étalon pour le tarif modeste, mais le loyer de référence renforcé pourrait servir d'étalon et permettre l'ouverture aux bailleurs de ces primes. Et dernier bénéfice collatéral, c'est la lutte contre les marchands de sommeil. Un des critères du marchand de sommeil, c'est le profit anormal. Évidemment, l'utilisateur se garde bien de dire ce qu'est un profit anormal. Ben là, peut-être que sur une référence renforcée pourrait servir aussi d'étalon, même si, dès que le bien est insalubre, tout profit est anormal puisqu'il ne saurait être mis en location. Alors, la faisabilité juridique d'un enregistrement régional, ça, pour une fois, c'est assez fastoche. On l'a dit, le fédéral est compétent pour l'aspect fiscal de l'enregistrement, donc la région, pour les aspects civils, a les mains libres et quand bien même ça pose des difficultés, la théorie des pouvoirs implicites est toujours là pour venir à la rescousse, qui a déjà été utilisée dans de nombreuses thématiques. Je passe tout ça. Alors, pour que ça marche, il faut évidemment des conditions, plusieurs à réunir, une sanction qui soit efficace. Pas de type que celle que je viens d'énumérer, où le locataire peut partir rapidement. Il faut des sanctions, comme lorsque, par exemple, le bailleur dit qu'il résilie le bail pour occupation personnelle et qu'il n'occupe pas le bien. Il faut des sanctions plus fortes en termes de nombre de mois de loyer. Il faudrait réaménager le bail type en insérant toutes les cases nécessaires et idéalement en le rendant obligatoire. Si le bail type reste facultatif, à mon avis, on se prive de la possibilité d'une utilisation plus large. Évidemment, il faut un guichet physique pour les personnes touchées par la fracture numérique, guichet physique pour l'enregistrement. Quand on dit enregistrement du bail, ne jamais oublier qu'il faut aussi prévoir l'enregistrement de l'état des lieux, important aussi, ainsi que des avenants du bail. Les avenants peuvent changer fort les données du bail, donc les avenants doivent être enregistrés aussi. Évidemment, on maintient la gratuité. Ça doit être accessible non seulement au grand public, mais peut-être à d'autres acteurs, hein, les acteurs en charge de la lutte contre l'inoccupation. Par exemple. Alors, euh, l'anonymisation des données, évidemment, doit être garantie, mais peut-être pas pour les acteurs qui doivent lutter contre l'inoccupation. Évidemment, il faut protéger la vie privée, avoir des règles très claires en termes de finalité, pourquoi est-ce qu'on collecte ces données, combien de temps on les collecte, qui va les gérer, etc. Tout ça doit être prévu. Rétroactivité, c'est-à-dire pas uniquement les nouveaux baux consignes devraient être encodés, mais aussi les anciens. Si le but est d'avoir une vue assez large sur le bâti et les données, ben, on ne va pas se limiter au nouveau beau. Certes, c'est très actualisé, mais il faut aussi un petit peu remonter dans le temps. Alors, je ne sais pas jusqu'à combien de temps il faut remonter. L'avant-projet de l'ordonnance propose de remonter jusqu'à 2020. Je laisse ça aux experts, mais en tout cas, il faut cette rétroactivité. Sinon, on se prive de
cette possibilité d'avoir une base de données étoffée. C'est vraiment ça le but, c'est une base de données aussi complète que possible. Alors, le cheminement politique de l'idée, alors dès 2019, dans la déclaration de politique régionale, on trouvait la mention d'un enregistrement régional des baux, donc très novateur. Cette idée a franchi une étape de concrétisation par la déclaration du gouvernement du 24 novembre de l'an dernier, qui a mis un peu en branle tout un processus de faisabilité budgétaire, juridique, etc. Avec, alors on est plus que dans l'épure ici, on a déjà eu une approbation en première lecture par le gouvernement, cette année-ci, d'un avant-projet d'ordonnance, blablabla. L'intitulé est long comme un jour sans pain, comme d'hab, et cet avant-projet est soumis pour avis au Conseil consultatif. Alors pour terminer, dire que peut-être que dans la foulée, on pourrait, petite folie juridique peut-être, mais aller jusqu'à supprimer complètement, non pas l'enregistrement, mais l'enregistrement comme vecteur obligatoire et exclusif de l'opposabilité du bail. Les problèmes actuels, on les connaît, et ici je m'inspire d'une étude rédigée notamment avec Véronique van der Plant qui est dans la salle. Les problèmes actuels, on les connaît, c'est que l'enregistrement a comme autre incohérence le fait de faire dépendre une mesure conçue au bénéfice du locataire, l'opposabilité du bail, la faire dépendre du zèle du bailleur, zèle qui est éminemment variable. Et donc, c'est un petit peu particulier. Le bailleur, au fond, n'a aucun intérêt à faire enregistrer le bail, peut-être même que le bien acquiert une moins-value, une décote s'il veut le vendre. Si le bail est enregistré, alors il faut garder le locataire dedans. Et donc, il y a déjà une incohérence. Par ailleurs, il y a pas mal de casuistique et de complexité dans le système actuel, puisque il faut d'abord voir en cas de vente, est-ce que le bail est enregistré? Oui, non. S'il n'est pas enregistré, bon, ok, là, il y a dans la loi une petite exception. Vous êtes quand même protégé si vous occupez le bien depuis plus de 6 mois. Ok, est-ce qu'on est là depuis plus de 6 mois? Ok, alors, si on est là depuis plus de 6 mois, le bailleur peut quand même mettre fin, enfin, le nouveau propriétaire peut quand même mettre fin, mais dans les conditions de la résiliation du bail anticipé de 9 ans. Est-ce qu'on est dans ces conditions-là? Oui, ok. Mais alors, si on est dans ces conditions d'envoyer son congé dans les 6 mois de l'acte de vente, bref, c'est extrêmement lourd et casuistique, et donc il vaut mieux simplifier tout ça. Difficulté juridique, c'est qu'on ne peut pas toucher aux actes qui confèrent date certaine. Ça relève de l'autorité fédérale, l'article 8.22 du Code civil, article relativement neuf, donc on ne peut pas toucher à ça. Mais par contre, on peut décider qu'autre chose que la date certaine emporte subrogation de l'acheteur dans les droits et obligations du bailleur. C'est ce que la Flandre a fait. La Flandre a fait, sans toucher à cette question de la date certaine, la Flandre a prévu cette subrogation automatique dans son décret bail à elle. Mais en amont, évidemment, la Flandre dit qu'il faut d'abord prévenir l'acheteur du bien, le candidat acheteur du bien qui est un locataire. C'est pas mal parce qu'à Bruxelles, dans notre ordonnance bail, on dit l'inverse, on dit qu'en cas de vente, il faut prévenir le locataire. Les Flamands disent non, il faut prévenir le candidat acheteur, et puis ça doit être transcrit, etc. Et donc, la Flandre l'a fait. Le Québec, pardon, ça c'est une erreur. Un droit au maintien de l'autorité fédérale, c'est le droit au maintien du locataire, évidemment. Je vais corriger le PowerPoint. Les Québécois instaurent un droit au maintien du locataire en cas de vente. Tout ça est beaucoup plus clair. Et si on ne va pas jusque-là, au minimum, et je terminerai par là, c'est pas très lyrique comme conclusion, mais au minimum, alors, qu'on supprime une clausule dans la règle bruxelloise sur l'enregistrement, de dire qu'en cas de défaut d'enregistrement, le locataire peut partir, mais avant, il doit d'abord mettre en demeure le bailleur d'enregistrer avec retard. Mais honnêtement, ce n'est pas sérieux. Le but de la sanction, c'est de permettre au locataire de partir rapidement. Et donc, on va lui dire, oui, tu peux partir rapidement, mais d'abord, tu vas lui faire une mise en demeure en recommandé qui prendrait effet le premier jour du mois, etc. Ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, c'est encore une obligation, en tout cas un dispositif, mis à charge du locataire, alors qu'à la base, c'est le bailleur qui est en tort. Et donc, au minimum, que le législateur supprime cette petite clausule. Je vous remercie pour votre attention.